Un peu plus de 19h sur CNews. Merci d'être avec nous pour Face à Philippe Devilliers. Philippe Devilliers, bonsoir. Bonsoir Elliot. Bonsoir Geoffroy. Geoffroy Lejeune est présent, bien sûr, directeur de la rédaction du Journal du Dimanche. On reste sur cette mobilisation agricole et c'est pour ça, pour la première fois depuis le début de la saison, on a proposé à Paul Mongenot, qui est agriculteur, coordinateur de la coordination rurale, d'être présent pour les premières minutes de l'émission. Merci d'être avec nous, Paul. Restons sur cette mobilisation, je le disais, agricole, avec un enjeu majeur. Attal, qui a donc pris la parole en Haute-Garonne. Je vous propose de l'écouter et je vais vous demander très rapidement, est-ce que vous l'avez trouvé convaincant ou non? On écoute Gabriel Attal. Mais il faut savoir se parler. Je le dis, il y a des colères saines, mais il n'y a aucune violence justifiée. Moi, ce que je veux, c'est déverrouiller, libérer, simplifier et laisser nos agriculteurs respirer. Au fond, ce qu'on va faire ensemble, c'est produire et protéger. Produire, j'assume aussi ce mot, parce que tous ceux qui expliquent aux Français qu'on peut être une nation, un pays plus fort en produisant moins, ils mentent aux Français. On va lancer, ces 3 prochaines semaines, d'ici au Salon, un mois de la simplification. Et donc, partout en France, il va se passer ce qui s'est passé dans ce département. Les préfets vont réunir nos agriculteurs, leurs représentants, pour regarder, arrêté préfectoral après arrêté préfectoral, norme après norme, ce qu'on peut simplifier. Il y a des agriculteurs, des éleveurs qui attendent ce que je vais vous dire aujourd'hui, parce que tout le monde, je crois, a envie de pouvoir avancer aujourd'hui. Et continuer à se parler, savoir mettre l'agriculture au-dessus de tout le reste. Voilà ce que notre présence veut dire aujourd'hui avec mes 2 ministres, Marc Fesneau et Christophe Béchu. Philippe Devilliers, est-ce que Gabriel Attal a été convaincant? Quand j'étais jeune secrétaire d'État, je me souviens de certains hommes politiques, comme Charles Pasqua et Jacques Chirac, qui nous disaient « Quand vous ne pouvez pas mettre la chose, prononcez les mots. » Prononcer les mots, faute de mettre la chose. Et donc, j'ai trouvé admirable le discours sur la botte de paille. Tous les mots sont là. C'est un professionnel de la communication comme on en a peu vu sous la Ve République. Indépendance, souveraineté, il y va. On a l'impression que le pauvre commissaire Canfin, celui qui est en train de vouloir éradiquer l'agriculture européenne, est excommunié. En fait, si vous voulez, je peux résumer les choses de la manière suivante. Vous avez un blessé au bord de la route qui souffre d'une hémorragie, qui perd son sang. Et Gabriel Attal apporte des cachets d'aspirine. En d'autres termes, il a annoncé des mesures préfectorales et sous-préfectorales pour accélérer les dossiers. Il répond à une partie, ce faisant, de la surtransposition, des problèmes posés par la surtransposition, mais il ne peut pas aller plus loin parce que la surtransposition, c'est la transposition de règles européennes et il ne touche pas au cadre. Et quand je dis il ne touche pas au cadre, ça veut dire qu'il ne touche pas aux 2 questions fondamentales, c'est comment on protège l'agriculture française et comment on la met à l'abri des Khmers verts qui veulent la détruire avec des mesures écologiques insensées. Par exemple, on va être très concret, il n'a pas parlé de l'accord avec la Nouvelle-Zélande sur l'agneau, il n'a pas parlé de l'accord avec l'Ukraine, et il nous a dit la France, il n'est pas question que la France signe le traité du Mercosur, mais il feint d'ignorer ce que sur ce plateau, Pierre Lelouch, qui est un homme avisé, a dit récemment, et que les gens qui connaissent ne peuvent pas ignorer, c'est qu'on a donné tous les pouvoirs à la Commission de Bruxelles, et notamment celui-là, la compétence en matière de négociation internationale, elle est fédéralisée. Et donc on n'y peut plus rien, c'est fini, on n'a plus les manettes. En d'autres termes, la politique agricole de la France, elle est décidée à Bruxelles.
Donc on ne peut que arrêter des petites mesurettes que Bruxelles veut nous imposer, mais on ne peut pas aller au-delà, c'est-à-dire revoir le cadre. Qu'est-ce qu'il faudrait faire, en fait? Il faudrait faire ce qui a été proposé aux États-Unis, plus aucune norme. On laisse les entrepreneurs comme n'importe quelle chef d'entreprise. Voilà pour la surtransposition. On arrête d'emmerder les Français, comme disait Pompidou. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il faut faire le Brexit. Le Brexit. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est un néologisme de ma composition. J'imagine bien. Ça veut dire qu'il faut dire aux commissaires de Bruxelles, vous n'avez plus le pouvoir. Vous êtes des exécutants, vous n'êtes pas l'exécutif. Et comme ça, on met au pas le commissaire Canfin. Le fameux commissaire Canfin. Pascal Canfin. Oui. Et troisièmement, il faut oser affirmer pour l'agriculture ce qu'on a fait pour la culture. Pour la culture, on a fait l'exception culturelle qui sauve le cinéma français. Il faut faire l'exception agriculturelle, c'est-à-dire considérer notre agriculture comme une spécificité nationale, sanctuariser notre agriculture. Philippe de Villiers, vous avez en face de vous un agriculteur, membre de la coordination rurale. Ça m'intéresse de savoir comment il réagit. Eh bien, justement, quel regard vous portez? Et d'ailleurs, moi, j'ai une question à lui poser. Ah bah alors, allez-y, allez-y. J'ai pas tout compris moi, sur la botte de paille, là. Notamment le GNR, là, j'ai rien compris. Et peut-être que vous allez pouvoir nous expliquer ce que vous avez compris. Ben, si vous, qui êtes énarque, n'avez pas compris, moi je n'ai pas plus compris que vous. Et je ne peux que le regretter. Parce que si vous voulez, pour nous, 3% d'augmentation par litre... C'est ce que Coluche disait d'un énarque. Quand vous lui avez répondu, vous avez oublié sa question. Absolument. Lui-même a oublié sa question. Vous avez été secrétaire d'État à la culture. Oui. La culture, c'est quelque chose de très important pour notre pays. Voilà. Et on les défend. Et c'est normal de les défendre. Et nous, à la coordination rurale, avec notre présidente Véronique Le Floch, c'est un combat que nous menons depuis toujours, une constance. C'est la question de l'exception agriculturelle française. Parce que il faut dire que l'agriculture, c'est quelque chose de très spécifique à la France. Et en début de semaine, quand M. le Premier ministre nous a reçus, c'est ce que nous lui avons dit, qu'à un moment donné, il faut valoriser nos producteurs locaux qui se lèvent et qui se battent tous les jours pour faire des produits exceptionnels. Et là, je vous avoue que vous avez écrit, dans mon souvenir, j'avais lu ça quand j'étais plus jeune, un livre sur les abeilles. Et vous savez, quand on est paysan, on aime les animaux. On aime ces bêtes. Notre présidente, elle est très fatiguée, elle fait des allers-retours dans le Finistère. Et on n'est pas des professionnels. J'ai payé mon billet de train pour venir ici, vous voir, et je rentre chez moi ce soir. Mais à un moment donné, il faut dire les choses. La bientraitance animale, la question européenne, vous avez parlé des Khmers verts. Mais à un moment donné, ces gens-là, ils acceptent qu'on fasse des poulaillers de 72 hectares dans les pays de l'Est, en Ukraine, en Pologne. Et nous, on vient nous emmerder tous les jours avec des normes administratives, avec des normes sanitaires. Et Monsieur le Premier ministre l'a évoqué, mais c'est la question de se dire que demain, on peut avoir les gars de l'OFB avec un flingue à la hanche dans la ferme qui débarquent à 7, comme ça peut arriver à côté de chez moi dans l'Aisne. Voilà, c'est ça aussi la réalité du monde agricole d'aujourd'hui, c'est de se dire qu'on est surveillé par des satellites pour savoir si on a bien fait nos semis, bien respecté notre PAC. Voilà, c'est aussi cette forme de mépris, ce sentiment d'abandon de nos campagnes. Parce que nos campagnes, elles sont silencieuses et vertueuses. Mais c'est un peu fini, ça. Philippe de Villiers, que répondez-vous à Paul Mougenot aujourd'hui? Hier, j'ai rencontré, par le plus grand des hasards, on s'est retrouvés pour l'apéro, chez mon voisin, mon cher voisin Jean-Yves Merlet, avec Véronique Besque, députée remarquable, indépendante d'esprit. On s'est retrouvés avec des agriculteurs, des jeunes, tous à la tête d'une exploitation dans le coin, juste à côté de chez moi. Et en fait, j'y repensais en écoutant tout à l'heure Gabriel Attal, dont je repensais à ce qu'ils m'ont dit. Premièrement, je leur ai dit le temps de travail. Alors, le temps de travail, 10 heures par jour, pendant 7 jours, pas de dimanche, pas de vacances.
Deuxièmement, qu'est-ce qui leur reste à la fin du mois? Ils parlent comme ça, hein. Ils ne parlent pas de salaire. 700 euros, 750 euros. Il y en a un qui a 400 hectares, il dit, moi, 1000 euros. Il avait presque honte. Ensuite, ils ont arrêté au péage des herbiers des camions frigorifiques. Ils les ont ouverts. Et ils ont découvert, tenez-vous bien, aux herbiers, dans l'Ouest, près de l'océan Atlantique, ils ont découvert des cargaisons de poulets ukrainiens. J'attendais qu'il en parle, M. Attal. Pas un mot. Ensuite, ils ont découvert des cerises turques et du coulis de tomates chinois aux herbiers. Bon, voilà. C'est un petit échantillon. Vous voyez, c'est un exemple vécu sur le vif. Ensuite, ils m'ont dit, voilà, pour la surtransposition, voilà, tu connais le Petit Lay, Philippe. Le Petit Lay, c'est un petit ruisseau qui coule un peu plus bas. Il y avait un tronc d'arbre. Pour enlever le tronc d'arbre, on a fait un formulaire. C'est parti à la préfecture, etc. Ça fait 3 mois, on attend. Le tronc d'arbre est toujours dans l'eau. Ça, il y a répondu, Gabriel Attal. C'est un grand progrès. On va pouvoir ôter le tronc d'arbre dans le Petit Lay aux herbiers. Et vraiment, je le remercie, le Premier ministre. C'est un grand progrès. Je vais pouvoir dire ça à mes amis. Ensuite, Maxime, mon voisin, il veut planter une chênaie avec 10 chênes. Il y a 14 formulaires à remplir. Donc, je pense que là, M. Attal va répondre. Il va dire que pour les recours, il va dire au lieu d'avoir 14 formulaires, il n'y en aura plus que 6. Et enfin, ils m'ont dit, on nous prend pour des pollueurs et non pas des producteurs. Là aussi, M. Attal a répondu. Mais ce sur quoi ils ont insisté, c'est la différence entre les ministres franciliens urbains qui ne connaissent pas la terre et eux, ce qu'est la terre pour eux. Et ça me rappelle un mot d'un écrivain, Jean Yol, un écrivain vendéen, qui disait « La terre, c'est quand on la travaille, la campagne, c'est quand on regarde travailler les autres ». On va revenir évidemment et on va continuer de décrypter la prise de parole de Gabriel Attal. Mais dans cette émission, dans Face à Philippe de Villiers, vous vouliez rendre hommage à Alexandra Sonac et sa fille Camille. Je rappelle les faits. Mardi dernier, l'agricultrice et éleveuse bovine de 35 ans décède sur un barrage routier dans l'Ariège, fauchée par un véhicule. La petite de 12 ans décédera quelques heures plus tard des suites de ses blessures. À la colère donc des agriculteurs, Philippe de Villiers, s'ajoute un drame absolu. Cette mobilisation a pris donc un tournant dramatique après la mort de cette jeune agricultrice Alexandra Sonac et sa petite fille Camille. C'est une tragédie. Il faut imaginer cette famille décimée. Le papa qui a perdu sa fille, sa femme, tous les amis et toute une profession qui était là avec les tracteurs. Et moi, ce que je voudrais te dire, c'est la chose suivante. Cette jeune paysanne passionnée n'aurait jamais dû quitter sa ferme pour se retrouver sur un bout d'autoroute. Elle n'aurait jamais dû mourir. Si elle est morte, c'est de la faute de la puissance publique, sourde depuis trop longtemps aux appels de détresse d'une profession qui crie son désarroi sur un bout d'autoroute. Et elle n'aurait jamais dû mourir. Elle est victime de l'impuissance publique qui n'a pas tenu sa promesse, celle de M. Macron, qui avait dit à plusieurs reprises, bientôt, l'année prochaine, 100% des OQTF seront appliqués. Obligation de quitter le territoire, qui sont devenues aujourd'hui, il faut bien le dire, les obligations, les autorisations de rester sur le territoire. S'il n'y avait pas eu ces deux choses-là, elle serait encore en vie. La détresse sacrificielle de cette famille, Elliot,
a une signification symbolique. Elle sonne le glas de tout un monde, d'une civilisation millénaire constitutive d'elle-même. En fait, qu'est-ce qu'on a fait depuis 50 ans, je crois? Depuis 50 ans, on a massacré la France rurale. On a oublié, tous, ou presque tous, que nous sommes entre ciel et terre, comme les plantes. Nous avons besoin d'humus et de lumière. On a tué les métiers indépendants. Et vous, Paul, vous le savez. Vous l'avez vu, même si vous êtes jeune. Le paysan, avec la mondialisation. Le marin-pêcheur, avec l'écologie carcérale. L'artisan, avec les délocalisations, et le petit patron. Et puis, le commerçant, avec la grande distribution. Et qu'est-ce qu'on a tué? Qu'est-ce qu'on a voulu tuer? L'indépendance d'esprit. Et je vais vous faire une confidence. J'avais 12 ans et demi quand j'ai conçu l'idée d'écrire un jour un hymne à la paysannerie française. Cet hymne, je l'ai écrit. Ça s'appelle Le Puy du Fou. Parce que ce jour-là, j'ai entendu mon voisin, dont j'ai déjà parlé, Samuel Gilbert, il dariolait avec ses bœufs. Tout à coup, il s'est arrêté dans le sillon, je le suivais. Il a pris une poignée de terre grasse. Il s'est approché de moi, il m'a pris par l'épaule, il dit « Mon petit Philippe, viens là ». Il était ému aux larmes. Je ne comprenais pas pourquoi. Il a pris sa poignée de terre grasse, il l'a embrassée amoureusement comme si c'était une personne. Il m'a dit « Tu vois, cette terre, elle est vivante. Elle vaut moins que la terre du voisin. Elle est moins offrante. Mais des fois, elle se refuse, elle a ses humeurs. Mais tu vois, mon petit gars, c'est ma terre. » Ce jour-là, j'ai compris pourquoi la France, au XVe siècle, était représentée dans une enluminure et qui s'appelait le Jardin de Paradis. Je me retourne vers vous une nouvelle fois, Paul Mongenod. Je rappelle que vous êtes agriculteur, membre de la coordination rurale, avec la disparition d'Alexandra et de Camille Sonac. Cette mobilisation prend, je le disais tout à l'heure, un autre tournant, bien évidemment. Enfin, vous trouvez ça normal qu'en 2024, une agricultrice et sa fille meurent pour défendre leur entreprise familiale, leur exploitation? Vous l'avez dit, on ne gagne pas forcément notre vie avec notre ferme. On a souvent une double activité. Et en fait, si on conserve ça, c'est aussi parce que c'est notre patrimoine, c'est notre pays, et qu'à la fin du compte, Barrès disait « la terre et les morts ». C'est beaucoup plus qu'un métier. C'est difficile d'avancer, évidemment, lorsqu'on rend ces hommages-là, et pensons évidemment à la famille d'Alexandra et de Camille. Revenons à ce discours et ces mesures de Gabriel Attal. Je me retourne vers vous, Geoffroy Lejeune. Vous avez écouté attentivement, je vous sens très ému également. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez été convaincu? Est-ce que vous pensez qu'après 30 ans, d'une France qui a peut-être dévoyé son agriculture, oublié ses paysans, est-ce qu'aujourd'hui on a pris la mesure du problème? Moi, j'ai été convaincu par la formule de Philippe, c'est-à-dire le malade, enfin le blessé qui se vide de son sang au bord de la route et qu'on vient soigner à coups d'aspirine. Vous avez dit tout à l'heure que vous avez souligné le talent de Gabriel Attal en matière de communication qu'on ne découvre pas. Et en même temps, vous avez dit qu'il ne sortait pas du cadre. Le cadre étant les problèmes rencontrés par les agriculteurs. Moi, ma question, c'est quels sont-ils? Est-ce que c'est le libre-échange, l'écologie, l'Europe, l'Union européenne, l'Ukraine, tout ça à la fois? Qu'est-ce que c'est le cadre dont il faudrait sortir? Alors en fait,
Je profite de la présence de Paul pour vous répondre d'ailleurs, en parlant sous son contrôle. Vous êtes né en quelle année ? 88. D'accord. Ouais, donc, vous n'avez vu qu'une partie de ce que je vais vous dire. Alors, moi, je voudrais expliquer aux Français qui nous regardent, et en particulier aux jeunes agriculteurs qui nous regardent et qui n'ont pas connu ce que je vais vous raconter. Je voudrais expliquer ce qui s'est passé. En quelques mots. Mais en pesant mes mots. Elliot. Voilà. L'Union européenne, puisque tel est son nom, avec ses commissaires à la mondialisation, n'est pas sans rappeler l'Union soviétique avec ses commissaires à la collectivisation. Il y avait, dans les années 30, sous Staline, des paysans qu'on appelait les koulaks, qui avaient un petit lopin de terre. Ils n'ont pas eu le choix, ils ont été expropriés, chassés, obligés de rejoindre, au nom du réalisme socialiste, les sovkhozes et les kolkhozes. On a appelé ça la dékoulakisation. C'est à ça que je pense. Ce qui s'est passé en France, il y a eu une dékoulakisation. Une double dékoulakisation. C'est-à-dire qu'il y a eu 2 temps, 2 étapes qu'il faut bien distinguer, mais qui s'emboîtent. La première, c'est en 1992, et la deuxième, c'est en 2020. En 1992, qu'est-ce qui se passe ? C'est la fin du marché commun. C'est quoi le marché commun ? Marché commun européen. Vous entendez les mots, la puissance des mots. Marché commun européen. Ça veut dire une communauté de producteurs et de consommateurs reposant sur le principe suivant. On commence par consommer ce qui est produit en Europe avant d'exporter et avant d'importer. Donc si je veux consommer du poulet, je consomme le poulet breton avant d'aller chercher le poulet au chlore américain. Si je veux manger du miel, je consomme d'abord le miel de Franck Alétru, mon ami, grand apiculteur sous le soleil, plutôt que d'aller chercher le miel d'Afrique du Sud. C'est ça le principe. Il y a ce qu'on appelle à l'époque, oh le vilain mot, la préférence communautaire, au nom de laquelle le général de Gaulle a fait la chaise vide. La préférence communautaire, ça veut dire qu'il y a un tarif extérieur commun, c'est-à-dire un tamis douanier qui permet de se protéger et de protéger l'agriculture européenne. C'était le prix à payer pour que le général de Gaulle, en 1958, accepte d'aller au-delà de la chaise vide pour l'autosuffisance agricole française, considérée comme un intérêt vital. Et quelle était l'idée sous-jacente ? Elle était double. C'était un modèle de société d'exploitation familiale agricole. Et la deuxième idée clé, Elliot, c'était le primat de la production sur la consommation. Ce modèle est mort en 1992. Pourquoi ? Parce qu'en 1992, la préférence communautaire est morte, le marché commun est mort, et le paysan s'est trouvé en concurrence directe avec le latifundiaire australien et le poulet au chlore canadien, c'est-à-dire que c'était fini, on était sur un marché planétaire de masse, c'était le libre-échange intégral. Conséquence, le paysan n'a plus le choix, il est obligé de se convertir à une agriculture agrochimique, au productivisme agrochimique. Sinon, il meurt. Et il y a 2 paysans sur 3 qui meurent à ce moment-là. Voilà. Et la deuxième dékoulakisation qui vient derrière, c'est 2020. Les Khmers verts débarquent à Bruxelles et le commissaire Canfin opère de la ferme à la fourchette avec l'idée d'une restriction complète de la production sur les terres en jachère, sur les surfaces agricoles, voilà. C'est la décroissance. C'est-à-dire que la fin du marché commun d'abord, la décroissance ensuite. Conséquence, c'est ça qui est derrière l'idée sous-jacente. C'est on ira
se fournir sur le marché mondial, donc en Ukraine, donc en Nouvelle-Zélande, donc au Chili, en ce moment, c'est en discussion. Donc petit à petit, les produits extérieurs seront moins chers, même s'ils n'ont pas les normes en termes de pesticides qu'on impose à nos agriculteurs. Et enfin, et surtout, M. Canfin a osé dire, M. Canfin, l'ami de M. Macron, l'ami de M. Attal, qui n'a pas été désavoué par M. Attal, il a dit, il y a peu de temps, ça a été répété par Bruno Le Maire, qui a dit « j'aime la viande de synthèse ». Il a comparé les deux steaks bovins et de synthèse. Et M. Canfin a dit « on travaille sur le lait en laboratoire ». En d'autres termes, les productions qui sont les vôtres, qui sont celles des agriculteurs français, vont être remplacées par des productions mondiales ou par des productions de synthèse. Eh bien, moi, je vous dis, oui, on marche sur la tête. On y vient. On y vient parce que je vais vous proposer une séquence exceptionnelle. Vous avez donné quelques dates, mais vous en avez oublié une. On est en 1995. Campagne présidentielle. Vous êtes candidat. Aujourd'hui, la politique est derrière vous, bien évidemment. Et ce que l'on va entendre dans un instant est le symbole que les politiques de gauche comme de droite ont dévoyé l'agriculture française. Vous avez dit quoi ? Philippe de Villiers, vous avez dit on marche sur la tête ? Oui. Il y a 27 ans, Philippe de Villiers. Française, Français, si je suis élu président de la République, j'oserais faire ce que personne n'a osé faire. Je mettrai au pas les technocrates de Bruxelles. Je leur expliquerai que la France entend faire respecter la liberté du peuple français pour protéger nos emplois et pour garantir notre liberté de décision dans notre vie quotidienne. Je suis agriculteur depuis 31 ans. Il y a 3 ans, la communauté européenne nous donnait des subventions pour planter des pommiers. Aujourd'hui, on nous donne des subventions pour les arracher. Tout cela n'est que le résultat des accords du GATT. Ainsi, quand 20 000 hectares sont arrachés, c'est 20 000 emplois supprimés. En contrepartie, nous recevons 600 000 tonnes de pommes en provenance du Chili, d'Argentine et d'Afrique du Sud. Il y a quelques jours, dans le Tarn-et-Garonne, un spectacle de désolation. Regardez cette pomme. Elle provient d'un pommier du Tarn-et-Garonne qui a été arraché sur ordre des technocrates de Bruxelles, comme 25 000 hectares en Europe, alors que le même pommier avait été planté avec des subventions sur ordre de Bruxelles. Alors je suis allé à la grande surface, à 4 km de l'endroit où ce pommier avait été arraché. Je m'attendais à trouver des pommes du Tarn-et-Garonne. Et qu'est-ce que j'ai trouvé ? 7 pommes sur les étagères, c'est-à-dire une pomme en provenance du Chili. En d'autres termes, nous arrachons en Europe nos pommiers et nous importons nos pommes depuis le Chili, l'Afrique du Sud ou l'Argentine. C'est-à-dire que nous marchons sur la tête. Nous marchons sur la tête, Philippe de Villiers. Alors c'était il y a un peu plus, puisque 95, si on fait le calcul... Franchement, je n'avais pas le souvenir d'avoir croqué la pomme. Quand on entend cela, et je le répète, c'est la question de la politique est derrière vous, et on a bien vu qu'entre 95 et aujourd'hui... En fait, ce qui me frappe, c'est que la politique, c'est terrible. C'est un jeu de poker menteur, quoi. Quand vous dites la vérité, vous avez beau vous dire que il faut la patience, il faut la persévérance, parce que c'est comme l'hystérésis en agriculture. Est-ce que c'est que l'hystérésis ? C'est la goutte d'eau qui tombe sur la terre battue et puis qui pénètre petit à petit pour qu'il y ait la germination. L'hystérésis, ça prend du temps. En politique, je pensais que l'hystérésis, ça prendrait du temps, mais que ça viendrait. Et en fait, pas du tout. Pas du tout. Vous êtes en fait récompensé de vos formules du moment. Vous êtes jugé dans l'instant par le peuple français, qui trop souvent est amnésique. L'ironie absolue, c'est que le vainqueur de cette élection, c'est Jacques Chirac qui dit manger des pommes et qui parle de fracture sociale, mais qui aura un programme qui sera très très loin de ce que vous disiez dans cet extrait. Mais par exemple, vous voyez, Gabriel Attal, tout à l'heure en le regardant, là, moi, rien ne m'échappe évidemment, parce que j'ai vécu je connais la politique. Bon, vous aussi, vous êtes des journalistes avertis. Il a mis ses feuilles sur une botte de paille. Tout était là, il était entouré par des agriculteurs, etc.
Et en fait, tout le monde se fait avoir, je suis sûr. Parce que, bon, voilà. Il s'est mis d'accord. En fait, vous savez comment ça s'est passé. Le président de la FNSEA, qui est un grand céréalier, un PDG d'une multinationale, lui, il n'est pas concerné par tous les problèmes. Et c'est un ami de M. Macron, ils se sont entendus. Et là, en fait, le but de M. Attal, c'était de décrocher la FNSEA, ce qu'il a probablement réussi à faire. Vous voyez. Donc, on connaît la musique. Vous voyez. Et moi, mon rôle ici, dans cette émission, c'est de donner les dessous de la table. On va remercier Paul Mougenot d'avoir été avec nous. C'était la première fois et c'était absolument pas prévu. C'était juste en transition entre la précédente émission et la nôtre qu'on a invité Paul Mougenot à nous rejoindre, agriculteur. Une toute dernière question, Monsieur Mougenot. Est-ce que la mobilisation se poursuit? Est-ce qu'après ces annonces-là, vous mettez un terme à cette mobilisation agricole ou vous dites non, on continue parce qu'on n'a pas été entendu? Vous savez, avant de rentrer sur votre plateau, j'ai reçu des dizaines et des dizaines de textos pour assurer et nous rassurer sur la détermination de tout le monde. Mais c'est la coordination rurale, on a une présidente qui va se concerter avec les responsables. Et soyez assurés d'une chose, c'est que le monde agricole n'est pas mort et qu'on est là pour se battre. Merci à vous. Ce que je vous propose, c'est d'aller sur le terrain et entendre ces échanges entre des agriculteurs, Gabriel Attal, et à ses côtés, Monsieur Béchu, le ministre de la Transition écologique. Quand vous voyez les contrôleurs arriver, vous dites qu'est-ce qui va m'arriver. Je vous dis, la situation en France, elle est explosive au niveau agricole. Et ça, je considère que ce ne sont que des mesures. Allez, je suis indépendant. Laissez-vous répondre. Je n'ai aucun syndicat. Je suis totalement indépendant. Vous me laissez vous répondre. Vous me laissez vous répondre. Oui, bien sûr. Il l'a dit, beaucoup l'ont dit, et Jérôme Bell l'a dit aussi. On ne peut pas tout changer en 2-3 jours. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est prendre une direction. Ce que j'ai annoncé là, c'est déjà 10 premières mesures de simplification pour là tout de suite. Justement sur ce que vous évoquez, sur les délais, sur les recours, pour que vous ne soyez plus entravé quand vous avez un projet d'extension ou autre, et qu'on vous fait des recours dans tous les sens. J'ai annoncé que je réduisais tous les délais. Maintenant, ça ne pourra pas excéder 10 mois, alors qu'aujourd'hui, c'est 2 ans. Attendez, je vais au bout. Je réduis les délais même pour les gens qui déposent des recours. Jusqu'à maintenant, c'était 4 mois après la déclaration. Maintenant, c'est 2 mois. Sur les curages, surtout, on casse tous les délais pour pouvoir aller plus vite. Première chose. Sur les contrôles. J'ai justement annoncé qu'on allait mettre en place maintenant le contrôle unique. Que vous n'ayez pas 4 fois comme vous ou 5 fois le même contrôle. Ça, c'est ce que vous attendez. C'est ce qu'on va faire. Mais non, mais si vous voulez, monsieur le ministre, ce que j'attendais de plus, c'est une volonté de dire que ce métier doit être revalorisé. Nous sommes actuellement... Non, mais nous, avec tout ce qu'on a d'administratif, on a l'impression qu'à la tête de... On est comme à l'époque des Russes. C'est-à-dire que nous ne décidons plus rien sur nos exploitations. En fait, nous sommes toujours dans l'adaptation, nous ne sommes plus libres. Moi, si j'ai fait ce métier, quand je me suis engagé très jeune, j'ai fait les 2 premiers blocus de Paris, j'y croyais énormément de ce métier. Et je vous assure que moi, ma descendance, mes enfants, je vous garantis que je les pousse à faire autre chose que j'ai fait. J'adore mon métier, j'aime mon métier, mais je vous avoue qu'il est très compliqué. Je ne nie pas. Je ne dis pas ce que vous avez essayé de faire aujourd'hui, mais je vous le dis de vous à moi, je pense que c'est insuffisant. Je peux vous répondre. Mais ne le prenez surtout pas mal. Je prends pas mal. Moi, je suis là. Moi, je suis là pour échanger, pour aller au contact et répondre à tout le monde. Première chose, c'est des mesures. Beaucoup me l'ont dit, ça fait longtemps qu'ils les attendaient, on les prend. Deuxième chose, c'est une nouvelle méthode et un nouvel état d'esprit. C'est précisément ce que j'ai dit tout à l'heure. Les agriculteurs, ils en ont marre d'avoir des normes qui tombent en permanence, des nouvelles normes, etc., qui les empêchent de faire leur travail, qui les empêchent d'entreprendre, qui les empêchent de s'étendre et avoir le sentiment, effectivement, qu'ils sont entravés dans tout ce qu'ils veulent faire. Maintenant, ça ne se change pas du jour au lendemain. Ce que j'ai annoncé, c'est des premières mesures et c'est une méthode. Ça veut dire là, pendant 3 semaines, on va faire que ça. Les services des ministères, Christophe Béchu, Marc Fesneau, ils vont passer leur temps avec les syndicats agricoles. Au niveau départemental, regardez ce qui a été fait en 3 jours. Il y a eu 2 réunions chez le préfet avec les représentants des agriculteurs. Il y a 4 arrêtés préfectoraux déjà qui ont été abrogés. Mais monsieur le ministre, je nie pas le travail qui a été fait, mais je vous garantis que pour moi c'est insuffisant. Vous le verrez par la suite. Mais pour nous aussi c'est le début. Mais parce que c'est le début de quelque chose. Je vais vous dire un truc, c'est le début de quelque chose. Et ce que vous me dites au fond, c'est des bonnes premières mesures, mais il faut aller plus loin. Et moi, j'attends de voir qu'on aille plus loin. On va vous montrer qu'on va plus loin.
espère. Et ensuite, j'entends votre désarroi. Je sais que c'est dur. Je sais que c'est difficile. Je vais vous dire, si vous êtes là, si vous êtes battu, si vous êtes ici pour vous battre, c'est qu'au fond de vous, vous y croyez encore. Sinon, vous seriez parti, vous feriez autre chose. C'est que vous aimez votre métier et que vous y croyez. Mais c'est la raison pour laquelle Et ben voilà. j'espérais m'entretenir à vous. Et ben, je suis là pour ça et on va avancer. Quand on voit, quand on écoute Gabriel Attal au plus près des agriculteurs en colère, peut-être sur la forme, avant de revenir sur le fond. Sur la forme, il est allé sur cette A64, qui est l'épicentre de la mobilisation, c'est l'épicentre de la colère des agriculteurs, qui est bloqué depuis samedi dernier. Est-ce que vous relevez là une forme de courage d'être allé au contact des agriculteurs? Il aurait pu rester dans cette petite ferme dans l'après-midi du vendredi et ne pas aller au contact des agriculteurs. Ce que vous appelez courage, la rencontre avec le peuple. C'est une vraie question. Parce qu'effectivement, on ne les voit pas beaucoup avec le peuple. Parce que le peuple, il est avec ses paysans, là, aujourd'hui. Et le peuple, il est de bonne foi. Il est sensible à la présence, à l'omniprésence du Premier ministre. Donc, du point de vue de la forme, c'est remarquable. Mais derrière, il faut agir. Sinon, la déception va être terrible. Vous voyez ? Et je vous donne un exemple. Là, je pensais à une chose. Depuis plusieurs jours, dans toute la presse, je lis la même chose. Toute la presse, sans aucune exception. À savoir, et il l'a dit tout à l'heure, vous vous rendez compte, on ne peut pas sortir de la PAC parce que c'est 9 milliards d'euros pour l'agriculture française. Mais moi, ma réponse est la suivante. Je suis allé regarder les chiffres. Et puis, j'ai quelques amis là-bas, parmi les commissionnaires, qui sont des agents d'influence du bon sens français. Et qu'est-ce qu'ils m'ont dit ? Ils m'ont dit, mais la contribution de la France, elle est de 21 milliards et la contribution nette de 11 milliards. En d'autres termes, ces 11 milliards, on pourrait peut-être se les récupérer, non ? Et avec ces 11 milliards, on pourrait vraiment faire quelque chose pour le GNR et pour les agriculteurs français. C'est-à-dire que c'est de l'argent qu'on donne. Et tenez-vous bien, ce qu'il n'a pas dit, mais c'est que si l'Ukraine rentre dans l'Union européenne, vous savez ce que ça coûte ? D'après Pierre Lelouch, l'autre jour, il a dit entre 400 et 700 milliards. Et sur la PAC, le poids que va peser l'Ukraine sera énorme. Et donc, en réalité, moi, je pensais qu'il allait nous dire, voilà, j'ai décidé de mettre des droits de douane sur l'Ukraine. On ne peut pas continuer à laisser rentrer chez nous les céréales et le poulet ukrainien. Ça, c'était un geste fort, ça. Vous voyez ? Et on arrête sur l'agneau néo-zélandais. Et tant pis si Bruxelles n'est pas content. Parce qu'en fait, ce qui se passe, comme d'autres vont le dire en réfléchissant, en fait, on a l'impression d'une rupture quand on l'écoute, ça c'est fort, mais en fait, il assume la politique de son patron. Depuis 2017, on a une politique européiste d'un président de la République qui a une obsession, c'est la souveraineté européenne. Et la souveraineté européenne, ça consiste à donner le pouvoir à Bruxelles et de prévoir un traité qui est devant nous avec la fédéralisation définitive de toutes les politiques. Donc comment on peut avoir un président qui nous dit l'avenir, c'est l'Europe, et un Premier ministre qui nous dit non, la souveraineté, l'indépendance nationale, la souveraineté alimentaire. Il y a un truc qui est marrant et que personne n'a vu. C'est le nouveau ministre. Si, c'est Catherine Ney ce matin sur Europe. Magnifique. Toujours très avisé. Et qui dit avant, il y avait un ministre de l'Agriculture, Elliott. Maintenant, il y a un ministre de l'Agriculture et de la souveraineté alimentaire. Ah ben, elle est belle, la souveraineté alimentaire. Quand on voit ce qui se passe, vous vous rendez compte, 71% des fruits, on parlait des pommes tout à l'heure, ils arrivent de l'extérieur. La souveraineté alimentaire. Moi, je veux la souveraineté agricole. Plus que ça. Geoffroy Lejeune.
Moi, j'ai une question à vous poser, Philippe. Vous êtes vendéen, donc vous vous y connaissez en soulèvement populaire. Oui, et les révoltes paysannes, je connais. Exactement. Ma question est la suivante. J'ai le sentiment qu'on revit un peu quelque chose qu'on connaît. La hausse des prix du carburant, les gilets jaunes. Cette hausse a été annulée pendant le mouvement des gilets jaunes et le mouvement des gilets jaunes ne s'est pas arrêté. Parce qu'au moment où ça a été annoncé, les revendications s'étaient élargies. La prise de conscience des gilets jaunes, le fait qu'ils se rencontrent, qu'ils se parlent sur les ronds-points, un peu comme aujourd'hui sur l'autoroute, avait été tel que ce mouvement était finalement lancé et presque impossible à arrêter. Comment voyez-vous la suite de cette mobilisation ? Est-ce que vous pensez, parce que Gabriel Attal, vous avez beau être énarque et ne pas avoir compris, a malgré tout aujourd'hui annoncé qu'il renonçait à l'augmentation sur le GNR prévu jusqu'à 2030. Est-ce que vous pensez que malgré ça, la mobilisation va continuer ? Quelle forme, selon vous, peut-elle prendre ? Et pendant combien de temps peut-elle continuer à être soutenue de la sorte, comme aujourd'hui, par le peuple français dont vous parliez à l'instant ? Qu'est-ce que vous voyez dans les semaines qui viennent ? Je ne suis pas capable de vous répondre parce que je ne suis pas assez au fait de ce qui se passe derrière les tracteurs. Mais ce que je sais, c'est que après peut-être un moment d'euphorie, en disant qu'est-ce qu'il parle bien, il est jeune, il est beau, voilà, il donne des preuves d'amour, etc. Ouais. On est dans l'émotion. Bon. Il a été aussi un peu sifflé aujourd'hui. Il n'y a pas que des contents sur le terrain. Alors, la question, c'est qu'est-ce que ça va donner ? Bon, les paysans, ils ne sont pas tous savants. Ils ne connaissent pas tous les arcanes et les dédales de la PAC. Mais ils sentent, ils perçoivent que c'est là-bas que ça se passe, que c'est à Bruxelles que ça se passe. Quand ils vont voir que de toute façon, on va recevoir des ordres, des oukas de Bruxelles et que rien ne va changer fondamentalement en dehors de la surtransposition qui va certainement connaître quelques progrès pour le tronc d'arbre dont je vous parlais tout à l'heure, je pense que la révolte recommencera. La question, c'est de savoir si les 400 000 agriculteurs qui demeurent, est-ce qu'ils vont reprendre espoir ? Ce n'est pas ce discours qui va leur rendre l'espoir. Ce qui leur rendra l'espoir, c'est si le président de la République, Elliot, oui, je termine, si le président de la République vient à la télévision et dit « bon, j'ai compris, on rétablit la souveraineté nationale ». Philippe de Villiers, Geoffroy Lejeune. Si les Européens et les Européistes ne sont pas contents. Philippe de Villiers, Geoffroy Lejeune. Écoutons Jérôme Bail, l'un des fondateurs de ce mouvement, prendre la parole. 8 jours qu'on a œuvré pour montrer une belle image de l'agriculture et montrer qu'on était des agriculteurs avec des valeurs. Et j'avais été titillé, monsieur le Premier ministre et monsieur le ministre de l'Agriculture. Je pense que je n'ai pas été trop tendre avec eux. Mais bon, on est du Sud, on a du tempérament et on parle des fois un peu fort. En tout cas, je voulais vraiment vous remercier, de nous avoir respectés. Parce qu'en venant nous rencontrer, c'est nous montrer une preuve de respect. Il y avait un journal télévisé, je ne sais pas si vous l'avez vu, où c'est qu'il y avait la photo de votre tête d'un côté et la photo de la tête de l'autre. Et il y avait écrit le match des buts entre le chef du gouvernement, Gabriel Attal, et le leader de la révolte agricole, Jérôme Bail. Donc, le lendemain, quand on m'a posé la question sur cette photo-là, j'ai dit vous pouvez lui faire passer le message que je n'aime pas perdre. Donc, en venant ici, en venant dans le nord de Garonne, c'était déjà une petite victoire. Mais il y en a une autre derrière, et surtout celle que je vais retenir. Bien sûr, il y a celle des annonces, mais il y a celle qu'on a gagnée ensemble, c'est l'aventure humaine. Parce que je pense que ce 16 janvier 2024, et ce coup de gueule dans le Capitole, je pense qu'il restera pour un moment ancré dans nos mémoires. En tout cas, je ne vais pas reprendre la parole ce soir pour chanter sûrement, mais je pense que vous pouvez être fiers de vous. Moi, j'ai fait que le porte-parole, j'ai fait que passer à la télé, parce qu'il en fallait un. Et franchement, si je n'ai pas craqué, c'est parce que dans vos regards, dans votre détermination, je savais que vous ne me lâcherez pas. En tout cas, merci à vous, et vous pouvez être vraiment fiers de vous.
En entendant les mots de Jérôme Bail, Geoffroy Lejeune, ce que je vous propose, c'est d'écouter également la réponse de Gabriel Attal et ensuite on reprend le débat. C'est pour vous dire que je sais que si vous êtes ici depuis plusieurs jours et plusieurs nuits, vous n'y avez pas de gaieté de cœur. Aucun d'entre vous n'a passé ses jours et ses nuits ici par plaisir, à bloquer une autoroute par plaisir, à s'éloigner de son exploitation par plaisir. Moi, quand j'ai été Premier ministre, j'ai dit que je voulais me battre pour tous ces Français qui se lèvent tous les matins pour bosser, qui ne font pas leurs heures, qui sont toujours au rendez-vous de leurs responsabilités. S'il y a des Français parmi les Français qui sont le symbole de cette France-là, c'est les agricultrices, les agriculteurs, les éleveurs, les éleveuses, c'est aussi nos pêcheurs, c'est vous toutes et vous tous qui êtes toujours au rendez-vous de vos responsabilités pour le pays. Et je sais que c'était long. Je sais que c'était long, je sais que c'était difficile. J'ai vu qu'il y a des familles ici. Et je sais que si vous étiez ici, encore une fois, ce n'était pas par plaisir. C'était pour défendre votre métier, défendre votre passion, défendre votre vocation, mais aussi pour défendre notre pays. Parce que j'ai eu l'occasion de le dire tout à l'heure. Sans paysans, il n'y a pas de pays. Sans nos agriculteurs, on n'est plus la France. Et je sais bien que le malaise qui vous a conduit ici vient de loin. Et évidemment, la mesure là, sur le GNR, je vais revenir. Et je sais que c'est beaucoup plus que ça. C'est l'empilement des normes, c'est la succession des recours, c'est le sentiment, au fond, que vous avez envie de faire une chose simple, votre métier, et qu'en fait, on vous met des bâtons dans les roues et que vous avez le sentiment de passer quasiment plus de temps à remplir des formulaires et à faire de l'administratif qu'à pouvoir faire votre métier et votre passion. Et je sais que ça vient de loin, et je sais que pour vous montrer que ça change, il va falloir des actes. Parce que des paroles, vous en avez déjà entendues. Jérôme Bail m'a dit... Bail, j'ai entendu ce matin. Jérôme Bail, ce matin, il a dit, j'ai entendu. Il a dit, on ne change pas tout ça en 2-3 jours. C'est une évidence. On peut prendre une direction. Et moi, ce que je suis venu vous dire, c'est que là, on change d'état d'esprit. Et on prend une nouvelle direction. J'ai annoncé là 10 premières mesures de simplification, dont certaines, ça faisait des années qu'on les réclamait, qu'elles étaient réclamées par des éleveurs, par des agriculteurs, pour réduire tous les délais, pour réduire aussi tous les recours qui peuvent vous empêcher de faire votre travail et de développer votre projet pour développer vos exploitations. Ça fait des années qu'on en parlait pour certaines, je les ai annoncées, là il y a des décrets qui sortent maintenant. Et ensuite, c'est un changement d'état d'esprit. On vient d'entendre cet échange entre Jérôme Bail, l'une des grandes figures de cette mobilisation en Haute-Garonne, et Gabriel Attal, où là on n'est plus finalement dans l'information, les mesures à prendre, mais là on est dans une véritable communication, disons-le, Philippe de Villiers. Oui, c'est une pièce de composition où chacun joue son rôle. Voilà, on va aller boire un coup après. Ouais. Mais, hélas, alors, je peux paraître dur pour les téléspectateurs, mais je leur dis ceci. Ça fait 40 ans que je connais la musique. J'en ai vu des gens talentueux défiler. Et qui, le lundi, étaient à Bruxelles en douce pour abdiquer la souveraineté. Et le mardi, venait à l'Assemblée pour dire « Jamais nous n'abdiquerons la souveraineté ». Et là, bon, je connais par cœur. Il est jeune, il y croit peut-être. Il croit peut-être qu'il va au retour d'Inde, parce que vous savez que le président est en Inde. Oui. Moi, mes amis, vous savez, mes voisins, ils m'ont dit « On est les derniers Indiens ». Ça tombe bien, le président est en Inde. Oui. Pour aider les paysans indiens. Ben, là, il faut qu'ils reviennent pour aider les paysans français. Mais... comment voulez-vous que son discours, fût-il sincère, puisse être compatible avec la volonté d'Emmanuel Macron, qui est d'emmener la France dans l'Europe jusqu'au bout et d'abdiquer notre souveraineté sans le dire? J'ai une autre question, Philippe de Villiers. Parce que, vous avez, et d'ailleurs, vous l'avez dit, il y croit peut-être, Gabriel Attal. Sans doute. Même. Et sans doute. Et d'ailleurs, espérons que ce soit le cas, qu'il ne soit pas en train de nous mener en bateau ou de mener les agriculteurs en bateau. Non, mais attention, il faut quand même être clair. Il n'est pas fou.
quand moi j'étais sous-préfet, qu'il fallait calmer des gens, je prenais des mesurettes et je dis regardez, j'ai un catalogue, c'est impressionnant. Et à la sortie, j'étais applaudi. Hein. Bon, j'entends, Philippe. C'est un métier. Hein. Bon, voilà. J'entends. Mais il ne faut pas être dupe. Derrière les mesurettes de simplification, le vrai problème n'est pas traité. Et c'est mon devoir de le dire. Il faut qu'il y ait des gens qui se lèvent et qui disent non, on n'a pas dit la vérité. Justement, Philippe. La vérité, c'est que nous sommes Gulliver empêtrés. Vous savez ce que c'est, Gulliver empêtré ? Empêtré à Bruxelles. On y vient. Gabriel Attal prend un risque immense, là. Oui. En allant au plus près des agriculteurs. Jérôme Bail a pu dire, vous l'avez entendu, il devient le leader de la révolte agricole. Oui. Donc s'il ne répond pas aux attentes des agriculteurs à court, à moyen et à long terme, plus dure sera encore la crise. Et on a un Premier ministre qui a une double casquette. À la ville, il s'appelle Attal. Et à la campagne, Jacques le Croquant. Une toute dernière question, parce qu'on vient de vivre une semaine assez particulière quand même. Il y a la révolte agricole, il y a également la décision du Conseil constitutionnel, parce qu'avant la crise agricole, on a eu la crise migratoire, on n'en est pas non plus sorti. Est-ce que vous avez peut-être une réflexion sur cette décision du Conseil constitutionnel qui a retoqué 40% de ce texte et de cette loi immigration? Ma réflexion est la suivante. La République des juges se met en place. Je voudrais évoquer un souvenir personnel, confidentiel. Michel Debré était un ami, mon ami. Il m'a soutenu en 1995. Et j'avais de longues conversations avec lui. Il m'a expliqué un jour ce qu'était le Conseil constitutionnel dans son esprit, puisque c'est lui l'inventeur de la Ve République. Il m'a dit, voilà, pour nous, c'était simplement une instance de vérification et de contrôle du fonctionnement régulier des pouvoirs publics. Loin de lui l'idée qu'on constate aujourd'hui que cette fonction a changé. C'est maintenant une fonction réformatrice au nom d'une idéologie que Mathieu Bocoté appelle, avec son génie sémantique, le paradis diversitaire. Le laboratoire du paradis diversitaire, ce sont nos prétoires. Donc en fait, le pouvoir s'est échappé. Elliot, pour vous répondre, le pouvoir, il est parti à Bruxelles, et le reste du pouvoir, il est parti chez les juges, dans les prétoires. Entre Bruxelles et les prétoires, vous savez, Saint-Aignan disait, le pouvoir, c'est quand on l'a. Il faisait écho à Saint-Simon qui disait, quand le pouvoir n'a plus le pouvoir, il ne peut plus rien pour vous. Et donc, la seule solution, au fait, vous avez les juges, vous avez Bruxelles, qui nous empêche de faire ce qu'on veut faire pour répondre aux urgences et aux soucis des Français. Vous avez les médias, la société de connivence, le cercle de la raison. On ne pourra pas les contourner avec des assemblées. En plus, les assemblées sont... le Parlement, la Chambre des députés est une chambre hors sol. Il n'y a pas de députés maires, etc., etc. Donc, ils ne sont pas au fait des choses. Et ce n'est pas des capteurs pour le pouvoir en place. La seule solution, c'est de contourner la société de connivence par le peuple. Si on veut retrouver le pouvoir et le redonner au peuple, il faut tout faire avec le peuple. Si on veut réformer l'école, le peuple. Si on veut réformer la justice pour qu'elle ne soit plus laxiste, le peuple. Si on veut résoudre le problème de l'immigration, le peuple. Si on veut demain assurer le primat de la loi française sur les directives européennes, le peuple. Le retour au peuple par le référendum. Geoffroy Lejeune, une dernière question. Et à propos de la décision du Conseil constitutionnel, Éric Zemmour est venu hier soir sur ce plateau pour accuser les Républicains d'avoir été naïfs au moment où ils ont cru réécrire cette loi, et Marine Le Pen d'avoir été naïve également, ou cynique d'ailleurs, au moment où elle a permis son adoption et la crise politique qu'on a connue. Vous, je sais que vous avez des amis partout, dans ces partis d'opposition et même aussi au sein de la majorité. Qu'est-ce que vous dites à ceux qui aimeraient agir sur la question de l'immigration? Qu'est-ce qu'il est possible de faire aujourd'hui politiquement à tous ces gens qui représentent, tous les gens en fait qui représentent les 80% de Français qui aimeraient agir sur l'immigration? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, la réponse est simple. Il faut réclamer, je pense qu'ils le font tous, d'ailleurs plus ou moins,
réclamer un référendum. C'est-à-dire qu'en fait, maintenant, on sait que toutes les tentatives, du législateur sont vouées à l'échec. Et, vous savez, puisqu'on est aujourd'hui en pleine paysannerie, dans la révolte paysanne, en pensant à ces gens qui ont cru bien faire en votant cette loi, je pensais à la fable reprise par Lucchini magnifiquement, le renard et les poulets d'Inde. Vous la connaissez? Des poulets d'Inde qui sont au creux d'un chêne et qui sont complètement hypnotisés par le renard, qu'ils craignent parce qu'il va les manger. Et ils sont tellement hypnotisés que le renard les mange. Le renard s'appelle Macron. Et il y a un renardeau, le fameux jeune Premier ministre que Mitterrand avait donné à la France, qui s'appelle Fabius. Et le renardeau et le renard se sont entendus entre la bûche et le sapin de Noël. Philippe de Villiers, j'ai encore une toute dernière question. Il y a cet échange et ces échanges que peuvent avoir les membres du gouvernement avec le chef du gouvernement en tête, Gabriel Attal, et ses agriculteurs qui sont bloqués sur cet A64. On a vécu également, et c'est pour ça qu'on parlait de la question migratoire, cette décision du Conseil constitutionnel. Aujourd'hui, s'il y a un cap à choisir, une vision à avoir, c'est de tendre la main, d'écouter, mais pas seulement d'écouter, de comprendre la colère des Français, quelles que soient les crises, crise agricole ou crise migratoire. C'est simple. Le peuple français n'a plus les manettes. Quand vous êtes au volant de votre voiture et que vous ne pouvez plus freiner et que vous ne pouvez plus accélérer, vous êtes en danger. Le peuple français doit savoir qu'il n'a plus les manettes, c'est-à-dire qu'il n'est plus souverain. De Gaulle disait « Il n'y a pas de démocratie sans la souveraineté nationale. » Nous sommes gouvernés par une oligarchie mondialiste. Vous voyez, le président, il voyage. Il était à Davos, chez les mondialistes. Il est en Inde. Et en Inde, quand on lui a dit « Mais comment vous faites pour être aussi en forme ?» Il a dit « Les difficultés. » Vous voyez, ça l'amuse. Allez, j'en profite pour une toute dernière question. Tout au long de l'émission, vous n'avez pas parlé une seule fois des agriculteurs. Vous avez dit les paysans. Oui. Pourquoi? Parce que c'est l'étymologie qui compte et que de toute façon, ils tiennent la terre, et qui tient la terre tient le fond, comme dirait La Fontaine. Qui tient le fond tient le pays, tient les paysages. Pas de pays sans paysans. Un grand merci Philippe de Villiers, merci à vous Geoffroy Lejeune. Le terrain encore et toujours, alors que Gabriel Attal a poursuivi ce vendredi ses échanges avec les agriculteurs. Rejoignons Agen à présent parce que là aussi les agriculteurs sont mobilisés. Antoine Estève, il y a eu finalement un échange avec le préfet qui était sollicité par ces agriculteurs en colère. Oui, effectivement, un échange assez long. Pendant 50 minutes, la coordination rurale a été reçue par le préfet du Lot-et-Garonne. Et en ce moment, ils sont en train de débriefer entre eux. Vous entendez ces cris là-bas au milieu de la place, en face de la préfecture. Ils sont en train de débriefer entre eux cette réunion avec le préfet. Alors, les premiers mots que j'ai entendus au début de ce débrief, c'est nous avons été entendus. Il y a eu des progrès. En revanche, là, c'est vrai qu'on est en train d'expliquer, notamment les responsables de la coordination rurale, bien que toutes les revendications n'ont pas été entendues, notamment sur des revenus financiers minimums pour les agriculteurs. Et c'est vrai qu'ici, il y a beaucoup de questions qui se posent. Alors, le mouvement, effectivement, ne s'est pas durci. Il ne faut pas dire ça ce soir. En revanche, il risque de continuer encore quelques heures, voire le week-end. Ils vont se réunir ce soir sur leur point de blocage sur l'autoroute A65 qui se trouve à une dizaine de kilomètres d'ici pour décider de la suite du mouvement. Mais au vu des observations sur place, on peut imaginer qu'il y aura encore suffisamment de monde ce soir dans ce mouvement pour entretenir ce barrage sur l'autoroute A65 et pour continuer au moins ce week-end une lutte, comme il l'appelle ici, une lutte sur place avec des actions peut-être prévues aussi encore comme cette semaine dans des grandes surfaces ou encore
contre des bâtiments publics. Bref, vous voyez des agriculteurs encore motivés, en tout cas dans ce mouvement de grogne actuel que nous avons vécu toute la semaine. Des centaines de tonnes de lisiers et de déchets agricoles ont été déposés sur les murs en face de la préfecture ce soir. Et là, les agriculteurs commencent à repartir en direction de leur campement. Ce qu'ils appellent leur campement, c'est cette grande esplanade sur le péage, derrière le péage de l'autoroute A65 d'Agen, où ils sont réunis maintenant depuis une semaine.